Oui, merci Monsieur le Président. Ma question tourne plus autour de la formation et des glissements de tâches que vous avez évoqués. Donc, effectivement, la télémédecine va apporter quelque chose de nouveau, va permettre certainement aussi de décloisonner, enfin, de faire un barrage aux difficultés que l'on a en termes de manque, surtout de médecins. Ça veut dire les opérateurs qui vont utiliser finalement la télémédecine pour être certainement de différents métiers de la santé, mais ils devront tous avoir bien entendu une formation adaptée parce que c'est une pratique. Donc il va y avoir des possibilités de glissement de tâches, je pense, enfin en tout cas vous l'évoquez. Comment vous voyez, quelle est votre proposition concrètement en termes de formation, de glissement de tâches? Et puis une petite question en annexe, l'intelligence artificielle qui aussi monte en puissance, est-elle abordée aussi dans la télémédecine? Alors, j'ai juste... Il faut l'intéresser, et avec une action forte en disant que tout professionnel doit rentrer et donc de pouvoir dédier, il y a des masses financières dans ce cadre-là, et de pouvoir les orienter. Une réserve, il faut que les organismes formateurs soient certifiés. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez fleurir des officines qui se disent qu'ils sont depuis 15 ans à la télémédecine et qui n'ont aucun background. Donc il faut faire attention à ça. Un des moyens, c'est de contractualiser avec l'université et de pouvoir mettre en place des organisations avec des liens. En tout cas, c'est ce qu'on a fait à la SFT, puisqu'on a contractualisé avec 7 universités. Sur l'intelligence artificielle, alors ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence algorithmique. C'est sûr que ça va aider dans le cadre de l'association avec la télémédecine, puisqu'on pourra faire des traitements semi-automatiques qui vont pouvoir prémâcher un certain nombre d'éléments pour apporter le diagnostic. Un point de vigilance. Merci de me donner la parole à partir de là. Les données sont une valeur. Et donc le don des données que font les usagers de la santé, que nous faisons tous, ont une valeur et ont la même valeur que le sang que l'on donne, que les organes que l'on donne. Et donc il faut être extrêmement attentif à la sécurisation de ces données et vérifier que ces données restent sur le territoire national et sont exploitées au service de nos usagers. Juste un mot, certifié, c'est pour ça qu'on préconise. Certifié, c'est pour ça qu'on préconise qu'il y ait une démarche en haute sécurité santé, développement durable, santé, solidarité, sécurité, avec une certification par un tiers de confiance, genre, si vous voulez, APAV, qui peut véritablement certifier que c'est bien fait dans le lieu et que toutes les compétences, et avec des certifications de compétences. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, si vous le voulez bien, je vais passer la parole au docteur Christofino. Oui, donc plusieurs points. Donc, sur la formation, nous, on est tout à fait d'accord. On pousse une idée on a fait quelques propositions concrètes, au moins mettre un minimum d'heures d'enseignement dans toutes les professions de santé. Parce que pour réussir la télésanté, c'est un mariage de l'usage et des technologies. Et il faut vraiment qu'on marie les deux. Donc, il y a déjà cette idée dans toutes les formations, kiné, infirmière, pharmacien, médecin, il faut qu'il y ait un minimum d'heures. La deuxième proposition, elle est très concrète. Il y a des stages d'internat. On a une French Tech Santé qui est enviée dans le monde entier. Moi, j'ai une expérience internationale, donc je peux vous en parler. Pourquoi ne pas créer un stage de 6 mois pour des professionnels de santé dans les French Tech? C'est ce mariage de l'usage du numérique sur des applications avec le métier. Voilà, c'est une proposition très concrète de faire un stage de 6 mois. Voilà. Pour l'intelligence artificielle, il y a 3 grands enjeux. Il faut que vous sachiez qu'au niveau mondial, le rapport Villani, j'ai eu l'occasion de parler en tribune avec lui, il y a 3 points. Pour réussir, il faut des supercalculateurs. La France et l'Europe, on a un acteur, c'est Atos Bull. Autrement, ce sont les Américains et les Chinois qui dominent le marché. La deuxième condition du succès, c'est des bases de données avec des données utilisables. Et là, malheureusement, les grandes bases de données sont américaines ou chinoises. En France, nous avons des bases de données, mais elles ne communiquent pas entre elles, elles sont fragmentées. Donc l'interopérabilité de ces bases de données, troisième acteur extrêmement important, et là la France est très forte, on n'a pas de GAFA, on n'a pas de BATX, mais on a des développeurs d'algorithmes
enviés dans le monde entier par nos connaissances mathématiques. Donc on a ces enjeux à jouer. Il est certain que la nouvelle révolution digitale passera par l'IA et donc il va y avoir des nouveaux métiers et des transferts de tâches. D'où aussi le volet formation. Si vous voulez bien entendre aussi le docteur Lynn Kleinbrail, qui est auprès de l'OMS et de l'UIT. Très brièvement, je vous remercie de me donner la parole. En fait, moi, je voudrais effectivement rebondir sur ce qu'a dit le docteur Cristofini sur l'excellence française. Et l'excellence française que je trouve qui n'est pas suffisamment présente et valorisée au niveau des instances internationales. Il y a une mission des Nations Unies qui a donné mandat à 2 de leurs agences, d'une part l'OMS pour le secteur santé, et d'autre part l'Union internationale des télécommunications pour la partie digitale et communication. Ces 2 agences ont mission de travailler ensemble et depuis 4 ans maintenant, ils ont lancé le chantier d'un programme qui s'appelle Be Healthy, Be Mobile, qui est vraiment d'utiliser le numérique dans certains pays pilotes à grande échelle, donc il n'est plus question de petits programmes pilotes, à grande échelle, dans la lutte et le contrôle des maladies chroniques, puisque c'est la maladie des pays développés, mais aussi la maladie des pays en développement. Et donc, parmi les pays pilotes qui bénéficient de cette expertise et de cet accompagnement, vous avez aussi bien la Norvège, où il faut adresser le programme du vieillissement, le programme des déserts médicaux à cause des distances, des parties de l'accès en hiver. Donc vous avez d'un côté la Norvège, de l'autre côté vous avez l'Inde, où là il ne manque pas non plus de technologie, et vous avez un seul pays francophone sur les 9, c'est le Sénégal. Donc moi j'accompagne le Sénégal, c'est pour ça. Et je pense que là, dans les commissions internationales, ce qui est important, c'est que ces 2 agences, OMS et UIT, sont les agences qui aident les pays à développer leur plan stratégique du numérique. Et je voudrais vraiment essayer de faire passer le message que je pense que là, il y a vraiment une place pour nos autorités françaises pour rejoindre ce programme, puisque les 9 pays sont pilotes, mais il y a une quarantaine de pays qui sont observateurs, qui participent aux commissions, qui donnent leur avis, et il faut absolument que la France rentre dedans. Donc ça, c'est mon message aujourd'hui. Très bien. Merci. Madame Triss.